Docteur Ploncard-Dassac, bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir Jean-Manuel. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous nos auditeurs et spectateurs. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, Oui. bonsoir, Oui, bonsoir à tous. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, nous avons l'honneur, parmi notre équipe, de vous annoncer le retour d'un grand ancien des cercles nationalistes français ce soir. Donc, de nouveau, Jean, bienvenue à Jean. eh bien, merci. Merci vraiment tous. Je suis très content de revenir et en fait de pouvoir commenter l'actualité avec vous. Donc, nous commençons avec la première question donc, sur l'actualité française. Bon, Voilà. alors je vais commencer là-dessus parce que c'est une nouvelle toute récente. Le général Coustou vient d'être radié des cadres par Emmanuel Macron. Oui, Donc voilà, donc quand un militaire ou un civil disent des choses on ne peut plus justifier au sujet de l'action d'Emmanuel Macron, on le barre, donc le malheureux général Coustou n'aura plus droit à sa retraite. Voilà comment nous sommes gouvernés. Donc je tenais à commencer l'entretien avec ça. bien sûr. Très bien. À l'heure de cet entretien, on ne sait pas encore qui, de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, sera candidat aux élections présidentielles de 2027, du fait de la menace d'inéligibilité qui pèse sur Marine Le Pen. Et le Rassemblement national est déjà en quête des 500 parrainages nécessaires, mais sans certitude quant au nom de celui ou de celle qui représentera le parti à l'échéance. Donc, quel commentaire, docteur, souhaitez-vous apporter concernant la situation actuelle du RN? Bon, alors le problème est très simple en ce qui nous concerne. À la limite, quel que soit le candidat, ça n'a aucune importance parce que leur ligne politique est de plus en plus décevante, donc on se désolidarise. Voilà. Très bien. Docteur, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, on n'a jamais adhéré à leur ligne politique. Vous avez Jamais. totalement raison. Mais il y a eu des hauts et des bas quand même dans la prise de distance. Mais là, ça devient invraisemblable. À quoi servent-ils? À rien. À occuper le paysage, à tromper des gens. Donc il faut lancer le pavé dans la mare. Ils ne servent à rien. On doit les dénoncer, en fait, pour des complices du pouvoir. Des adjoints. Des complices. Voilà, donc en fait, bon, il y a eu les affaires autour de Marine Le Pen, hein, notamment concernant bon, les emplois fictifs au Parlement européen et les détournements Euh, d'argent. ah, Donc oui, oui, pardon, en fait. J'allais évidemment en fait reprendre le relais et dans oui, un entretien accordé en fait à Richard Boutry, vous avez récemment déclaré que vous seriez en fait favorable à la candidature en fait de Dominique de Villepin en 2027. Pouvez-vous revenir sur ce choix et plus généralement en fait sur le reproche récurrent que vous ont fait en fait les partis publics nationalistes pour soutenir ce candidat en fait modéré? Pour une raison très simple, c'est que dans l'ordre des candidats, c'est le moins mauvais. Certainement, incontestablement le moins mauvais. Il a fait de bonnes déclarations. Bon, il a évidemment pas la même ligne que nous, c'est un libéral, mais quand on voit un certain nombre de ses déclarations, on ne peut que être d'accord et dire, bah, c'est pas mal, c'est déjà ça. Donc, c'est pour ça que je le soutiens. Sinon, soutenir qui? Vous voulez que je soutienne Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Absolument exclu. C'est le moins pire, si on peut dire. Ce qui n'est tout de même pas gentil parce qu'il a tout de même des aspects intéressants. Alors, alors, excusez-moi, je vais peut-être en fait mettre ma petite intervention. Voilà, c'est une intervention, elle peut être désagréable. Voilà quels sont mes pronostics. Marine Le Pen, le pouvoir ne va pas lui laisser bien longtemps cette chape de plomb d'être inéligible. Ça, je n'y crois pas. On va la réinvestir, on va en fait lui restituer en fait en tout cas droit d'éligibilité, pas les amendes, hein, parce que l'Union européenne réclame
3,5 millions d'euros, hein. L'Union européenne lui réclame 3,5 millions d'euros. Mais elle sera certainement, en fait, moi je pense qu'en fait, elle aura euh, le gain de cause, enfin, en tout cas, elle sera rééligible. Parce que le pouvoir a encore besoin de Marine Le Pen. C'est pas fini pour elle. Je pense que Bardella, ça compte pas. Et que, en fait, Marine Le Pen en filigrane, bah oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire revenir l'éternel perdant, l'éternel deuxième, en fait, l'apparat du pouvoir. Vous savez très bien quelle est sa position par rapport à Israël. Elle est hyper sioniste, donc elle a tout pour plaire. Donc c'est le type même de la fausse opposante. Oui, c'est une fausse opposante. Oui. Donc sur la question israélienne, par exemple, en quoi est-ce que vous pensez que Dominique de Villepin serait différent dans le bon sens? Par certaines déclarations où on sent tout de même qu'il a beaucoup de réserves, notamment par rapport au comportement des Israéliens envers les Palestiniens. D'accord. C'est ça. C'est peut-être dans le souvenir aussi du veto qu'il avait opposé à l'époque de certains conflits au Moyen-Orient, où il avait refusé que la France y prenne part. Tout à fait, exactement. Vous avez bonne mémoire. C'est exactement ça. Non, Dominique de Villepin, bon, il n'est pas des nôtres, c'est évident. Mais s'il arrivait au pouvoir, bah, ce serait certainement nettement mieux que ce que l'on a aujourd'hui. C'est absolument sans discussion. C'est Éric faisait référence au discours, à l'ONU en 2003. Voilà, voilà. Exactement. Exactement. Non, il a des aspects intéressants. Bon, c'est un libéral, ça ne peut pas dire le contraire. Mais enfin, d'une part, je trouve qu'il a de la branche. C'est déjà ça. Il présente mieux que les autres rigolos qui occupent le terrain actuellement, à commencer par un certain Macron. Et puis, il dit tout de même des choses sensées. Peut-être qu'il pourrait aller plus loin. Bah, il ne va pas plus loin, il a peut-être ses raisons. Et de toute façon, on n'a pas le choix. C'est incontestablement le moins mauvais candidat. Vous savez, la politique, c'est l'art du possible. C'est un pragmatisme. Donc, on fait avec ce que l'on a. Donc, on évalue les avantages et les inconvénients de tel ou tel candidat et bon, on prend sa décision. Moi, je n'ai aucun, compte tenu du paysage actuel, je trouve que c'est le meilleur candidat qu'on pourrait avoir. D'accord. Voilà une autre question. Toujours à l'horizon de 2027, les républicains envisagent une primaire fermée de façon à laisser aux adhérents de leur mouvement le choix final du candidat. Bien que concurrents, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez convergent sur cette idée. Quel est votre avis sur ce projet et quel égard portez-vous aujourd'hui sur le Parti des Républicains? Pensez-vous réellement qu'ils sont mieux positionnés que le RN pour défendre des valeurs de droite? Et si oui, quels sont les éléments qui vous inclinent en ce sens? Eh bien, peut-être que je vais surprendre beaucoup de nos auditeurs. Je dirais qu'aujourd'hui, et Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau seraient de meilleurs candidats pour nous que des candidats du Rassemblement national. C'est épouvantable à dire, mais c'est une constatation et c'est la faute du Rassemblement national. Ils C'est se sont... affreux. C'est affreux. Ah, c'est affreux, ils se sont C'est affreux. affaiblis comme des crêpes, comme des crêpes. Et vraiment, reptation constante devant Israël, etc., etc. Bon, bon, ça suffit. Donc voilà. Vous savez, je répète, la politique, c'est l'art du possible. Qu'est-ce que l'on a en main actuellement? On a le Rassemblement national qui déçoit tous les jours un peu plus, et on a soit Retailleau, soit Wauquiez. Je regrette beaucoup. Entre le Rassemblement national et l'un ou l'autre des deux noms que j'ai prononcés, bah, je préfère l'un des deux.
Ça risque d'être pire que le Rassemblement national d'aujourd'hui. Bon, de toute façon, pour ce qu'il a été jusqu'à présent, depuis le début, ça n'a été que tromperie sur tromperie. C'est-à-dire Et que c'est un comment, mouvement qui prend bien soin d'être dans les clous de la doxa et de l'idéologie du moment. Parce qu'effectivement, entre la validation de l'inscription dans la constitution de l'avortement d'une part, l'alignement par rapport à l'Ukraine, et même, ça va pas vous plaire, mais une certaine distance par rapport à l'élection de Trump. Vous voyez? Donc il y a pas mal de choses qui montrent que c'est un parti qui veut vraiment, ne choquer personne. Pourquoi? Parce que ça marche pour eux, tant qu'ils font rien, tant que y a aucune tête ne dépasse, donc ça continue à marquer pour eux au niveau des sondages. Donc c'est on pourrait croire pour les défendre que c'est une stratégie, mais malheureusement voilà, peut-être qu'au niveau du fond, effectivement, il y a eu beaucoup d'abandon de principe. Non, non, ça, de toute façon, on n'a rien à attendre du côté du Rassemblement national, et même du temps de Jean-Marie Le Pen. Bon, tout ça, ça a été un mirage. et comment peut-on expliquer ça à tous les autres Français qui ne comprennent pas le sujet? Bah, en leur rappelant les déclarations des uns et des autres, parce que tout de même, et certaines déclarations de Jean-Marie Le Pen et aujourd'hui les déclarations de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, je regrette beaucoup, ils ne seront pas des nôtres, ni de près ni de loin. De toute façon, en tout, même dans leurs paroles, il n'y a rien à prendre, je regrette beaucoup. Non, le Rassemblement national, terminé. En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, c'est terminé. Bah, on ne peut pas aller plus loin. À supposer qu'il n'y ait jamais eu quelque chose à attendre de ce parti-là. Non. Déjà, en fait, si vous voulez, le problème, c'est déjà tous ces bouleversements. Je vous l'avais, en fait, j'ai essayé de communiquer avec vous, en fait, sur ces bouleversements. Le changement de nom, le changement de logo, le changement de patriarche, le changement de ceci, le changement de cela. Mais en réalité, ça n'a pas changé d'un iota. La ligne, c'est quoi? C'est d'être éternellement les seconds, les derniers, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes et les sixièmes. Mais en récoltant, évidemment, en fait, au passage, bah, les subsides que la République laisse derrière certains, en fait, suffrages, bah, qui font qu'ils touchent de l'argent, en fait, si vous voulez, au final quand Tout- même. Mais c'est ce qu'on appelle, c'est une vieille expression, c'est ce qu'on appelle l'opposition de Sa Majesté. Donc ils sont là pour tromper les lecteurs de droite. Le revirement, en fait, de Marion Maréchal Le Pen, en fait, d'un seul coup, comme ça, d'un seul, elle bondit, elle quitte, en fait, de Zemmour, et elle vient se rattacher, en fait, auprès de sa tante. Alors, qu'est-ce que vraiment, qu'est-ce que vous voyez derrière, en fait, ce mouvement, en fait, un peu politique, très, Rien, absolument rien. Déjà, son alliance avec Zemmour, ça veut tout dire. C'est une sioniste, ça on le sait. D'ailleurs, ils sont tous sionistes. Et donc, sans intérêt. Donc, ouais. avant ça, Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne prendrait aucune décision de retrait de la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy, condamné à une peine de prison dans le cadre de l'affaire des écoutes de l'Élysée, considérant que les anciens présidents doivent être respectés. N'est-ce pas là le signe d'une complicité politique de longue date? Évidemment, évidemment, c'est le bal des copains et des coquins. Et comme vous ne manquez pas de le rappeler à l'occasion, ils ont les mêmes origines aussi. Bien entendu. Voilà. Mais bien entendu. Non, il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Petite question piège à ce stade, là, avril 2025, bilan contre bilan, lequel des 2 est le pire, Macron ou Sarkozy selon vous? Sachant qu'il y en a un qui a sévi plus longtemps que l'autre, hein. Même chose. Même chose. Non, je ne ferai pas de différence. Franchement, je ne ferai pas de différence. Vous savez, c'est comme choisir entre la peste et le choléra. De toute façon, vous mourrez de l'un des deux. Ouais. C'est la même dynamique de Non, démantèlement de non, la mais France, de toute exactement. façon. Oui. Mais non, Oui. non.
Il n'y a pas de choix possible, c'est exactement la même chose sous des aspects différents, mais non, C'est la trilogie infernale Sarkozy, Hollande, Macron. Voilà. on n'en sort pas. On est dans les bras du système. Alors, Gérald Darmanin envisage de devenir candidat aux élections présidentielles de 2027. En guise d'argument, il met en avant le fait que, contrairement aux autres membres de Renaissance, il est implanté dans sa région, le Nord, notamment à Tourcoing, dont il a été le maire. Que pensez-vous de cette annonce et du mouvement de réflexion nommé Populaire, au pluriel, créé par Gérald Darmanin en 2024 autour des valeurs du gaullisme? Rien que votre dernière phrase décrit ma réponse. Oui. D'ailleurs, il faut rappeler que Darmanin a été l'un des principaux artisans, si l'on peut dire, des dissolutions en cascade de notre côté. Voilà. En cela, effectivement, il peut se réclamer des valeurs du gaullisme, hein, puisqu'il s'inscrit dans la tradition de la libération-épuration, qui a été un laminoir pour notre, qui a été le premier grand laminoir pour notre famille politique Bien entendu, à date récente. qui était en fait l'héritage de la Révolution dite française, qui avait déjà été un bon petit laminoir. Bien sûr, bien sûr. Non, il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Moi, dès que je vois quelqu'un qui apparaît, qui dit apparemment certaines choses qui pourraient être pas mal ou paraître pas mal, paraître, euh, dès que j'apprends qu'il fait référence au gaullisme, je regrette beaucoup. De Gaulle est le père de toutes les catastrophes que nous vivons jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. C'est cela. L'idéologie gaulliste qui gouverne aujourd'hui, qui gouverne toujours aujourd'hui, dont nous vivons tous les jours les conséquences. Donc, merci. Non. Alors, il y a peut-être aussi de la part de Darmanin une volonté tactique euh, de faire en sorte que les voix qu'il observe donc, se reporter sur des candidats souverainistes euh, se reportent plutôt vers le centre. Donc, il met en avant les valeurs du gaullisme et une soi-disant assise. Les valeurs, je voudrais bien qu'on me les décrive, les valeurs. Voilà, c'est ça. Les soi-disant valeurs du gaullisme et sa soi-disant assise populaire, parce qu'il s'est aperçu que les souverainistes gagnaient du terrain. Les souverainistes qui sont eux-mêmes des gaullistes et qui sont eux-mêmes une opposition contrôlée, mais il s'est aperçu qu'il y avait des voix à prendre de ce côté et qu'il essaye de ramener vers le centre. C'est peut-être sa stratégie aussi. Non, mais de toute façon, tout ce monde-là est absolument inutilisable pour nous. Voilà, Euh, on ne veut pas tabler sur eux, ce n'est pas possible. voilà. Donc, on écarte, je regrette beaucoup. On attendra que quelque chose de mieux émerge. Une chose qui pourrait être intéressante, je ne sais pas quelles sont ses intentions, il faudrait que je le questionne d'ailleurs là-dessus. C'est le général Coustou, parce que j'ai eu un contact avec lui qui était sympathique. Et ce serait pas inintéressant qu'il lance un parti. Alors, bon, je vais lui poser la question. D'ailleurs, c'est pas par hasard que Macron vient de le supprimer des cadres, donc il a plus droit à sa retraite de militaire. Très élégant de la part de Macron, encore une fois. Depuis mi-avril, les surveillants pénitentiaires font l'objet en fait de menaces, voire d'attaques dans plusieurs régions de France. N'est-ce pas là le signe d'un pouvoir inquiétant que prennent en fait les réseaux criminels sur notre pays au détriment des autorités régaliennes et le regard politique? Ça me semble évident. C'est qu'ils essayent d'impressionner, et dans la mesure où il n'y a pas de réponse dure contre ces individus, bah, ils continueront. Donc c'est la politique de la peur. Et à la politique de la peur, la seule réponse,
C'est la contre-politique de la peur. Donc, vous avez notamment des réseaux narcotrafiquants issus de l'immigration récente, notamment maghrébine, qui occupent de plus en plus le terrain dans les grandes villes, y compris dans les centres-villes de plus en plus, y compris dans des villes comme Grenoble, par exemple, sans parler de Marseille, de Paris, évidemment, et même dans les milieux ruraux, même dans les zones rurales. Et en fait, ce sont des gens dans leur méthode. Bon, qui peuvent, lors de règlements de compte, utiliser des kalachnikovs, alors que les autorités républicaines dénient aux Français de souche le droit d'avoir un simple couteau de poche sur lui. Voilà, eux, ils ont des kalachnikovs et personne ne leur dit rien, évidemment. Et une de leurs tactiques, c'est de lancer des ballons d'essai pour voir où en est le terrain et où en est la force de réplique des autorités. Et Tout à fait. petit à petit, ils avancent. Tout à Et s'ils s'aperçoivent que certains quartiers sont désertés par la police, que ce soit la police municipale ou la police nationale, eh bien, ils avancent. Ils avancent et à partir de là, eh bien, voilà, ils voient s'ils peuvent mener des manœuvres d'intimidation contre les gens chez eux. Donc, ils repèrent les surveillants de prison. Ils essayent de voir où ils habitent et effectivement, ils entament des manœuvres d'intimidation, voire des menaces physiques, voire des actes, des attaques physiques fait. contre ces gens et contre leur famille. Exactement. Voilà. Bon, bah, je vous dis, je réponds parce que j'ai déjà dit tout à l'heure, à la peur, il faut répondre par la peur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faire peur? Eh bien, c'est la prison immédiatement en quartier de haute sécurité. Oui. Et au niveau Il n'y a des... plus de peine de mort. et il n'y a plus de peine de mort, comme vous le dites très justement. Et on en aurait bien besoin. On en aurait bien besoin, comme vous dites. Ce n'est pas par hasard que j'y fais allusion. Tout à fait. Et le retour à un État régalien fort, c'est-à-dire couper certaines catégories de dépenses qui ne profitent qu'à l'assistanat et à la corruption, de façon à pouvoir reconstituer une police et une armée forte. Tout à fait. Voilà. Et le comble, c'est que les policiers et les gendarmes ont l'ordre de ne plus aller dans ces cités. Ça Mais leur est interdit. oui, mais exactement, vous faites très bien de le rappeler, ce que beaucoup de gens ne savent pas, justement. Donc, le pouvoir politique est complice. Ah non, tout à fait, c'est un point important, c'est-à-dire que c'est l'impuissance organisée. La puissance publique organise son impuissance, volontairement, parce que, on se lamente sur le fait que des dealers peuvent continuer à mener à diriger leur business depuis leur prison. C'est-à-dire qu'en prison, il y a plus de fouilles. J'ai appris ça, on a appris ça récemment. C'est-à-dire que des gens peuvent aller au parloir, il est interdit de les fouiller. Enfin, c'est complètement délirant et ces gens-là ont des téléphones dans leurs cellules, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment le Et monde à des l'envers. armes. Et des armes. Et des armes, oui, bien Et sûr, des oui. armes. On Non, peut dire mais que la répression contre les gilets jaunes était beaucoup plus dynamique et plus évidemment. musclée, hein. Mais c'est à ça qu'on voit la complicité entre le pouvoir et la racaille. La racaille du haut et la racaille du bas, c'est Tout à 2 fait. composants, 2 mâchoires essentielles, sinon ça mord pas. Tout à Quand fait. on pense qu'ils arrivent à brouiller les réseaux dans les écoles, mais dans les prisons, là, c'est pas possible. Ouais, ouais. Non, mais que voulez-vous? On ne peut que constater qu'il y a une complicité du pouvoir avec la criminalité. C'est comme ça. Bon, question suivante. Ouais. Suite à l'attaque au couteau ayant eu lieu dans un lycée à Nantes le 24 avril dernier, une adolescente a été tuée et trois autres adolescents blessés. Le procureur de la République affirme qu'aucun mobile ne peut être invoqué avec certitude. Concernant les motivations des adolescents de 16 ans, auteurs des faits, la piste psychiatrique est pour l'instant privilégiée. Les médias mettent en avant la fascination du jeune homme pour Adolf Hitler. Comment, comment analysez-vous la banalisation des actes de violence en France et plus généralement, notamment chez les jeunes? Alors, pour répondre à cette imputation d'Adolf Hitler,
Je voudrais tout de même rappeler que du temps du Troisième Reich, ce genre de comportement était vite réglé. Et donc, le pouvoir ne se laissait pas faire, et quand il y avait des petits malins qui essayaient de jouer au petit caïd, ça se terminait très vite, très mal pour eux. Bon, évidemment, nous ne sommes pas sous un pouvoir hitlérien. C'est l'occasion, effectivement, comme vous le dites si bien, docteur, de rappeler à notre public qui, désinformé, parfois peut avoir des réticences vis-à-vis des régimes dictatoriaux, totalitaires, que le grand avantage, justement, d'un régime politique militaire, c'est de savoir mettre les jeunes au pas, déjà. Voilà. Ce qui Et permet d'épargner des vies, ce qui permet d'épargner des vies. tout à fait. Non, et puis c'est très formatif. Mais on ne surtout pas, non, mais c'est là tout le problème, tout le danger, tout le crime des sociétés libérales. Sous prétexte de libéralisme, on laisse faire la pègre. Donc les deux questions, les deux dernières questions sont liées en fait, hein. On laisse faire les dealers, on les laisse intimider les surveillants de prison jusque dans leur domicile, et puis on laisse des jeunes attaquer d'autres adolescents à coups de couteau dans les lycées. Voilà. Mais, alors justement, avant d'enchaîner, l'auteur là, à Nantes, hein, donc 57 coups de couteau, donc déjà l'acharnement, enfin c'est pas français, on n'a jamais vu ça, donc c'est pas déjà c'est de l'importation, hein, donc la fascination pour Hitler, on peut se poser la question, même si le premier prénom c'est Justin, le reste du patronyme, Non, renvoie mais plutôt, alors, à la Turquie et au monde kurde en fait, hein, c'est pour alors, être je ne très sais pas précis. ce qu'il y a de vrai dans cette imputation de cette fascination pour Hitler, mais je trouve que ça tombe très à propos, justement, pour donner une image épouvantable de ce qu'a pu être Hitler. Bon, je crois qu'il faudrait tout de même qu'on se replonge un petit peu dans l'histoire de cette période-là pour bien peser ce qu'était réellement le régime hitlérien. Hein. Euh, je risque de me faire très très mal voir, mais ça vous savez très bien que je m'en contrefiche, mais il y a, en tout cas dans ses débuts, des aspects très très intéressants qu'il y avait dans le régime hitlérien. Mais bon, après ça, un petit peu. Je sais pas, le personnage d'Hitler est un personnage très complexe, je pense qu'on ne comprendra jamais. Il y a eu certainement tout le poids de cette alliance entre les démocraties et le communisme qui l'a poussé dans ses retranchements, etc., etc. Mais je rappellerai tout de même que les débuts du Troisième Reich, c'était très intéressant comme solution sur le plan sociétal. Alors les 4 ou 5 premières années de l'ascension au pouvoir d'Adolf Hitler ont été extraordinaires pour l'Allemagne parce que ça a été une période de redressement économique, de relance de l'agriculture et de l'industrie allemande qui a ramené la prospérité et le plein emploi dans le pays. Donc les gens étaient contents. Donc, de ce point de vue, le bilan est bon. Après, effectivement, ouais, De toute façon, rappelez-vous, Hitler est arrivé démocratiquement au pouvoir. c'est vrai, c'est vrai. Pour pouvoir dire quelque chose. Il l'a fait, Alors, oui, excusez-moi, Staline l'a fait également, hein. Oui, alors la démocratie soviétique, c'était oui, un petit peu différent quand même. ouais, ouais. Mais Mais en général, effectivement, les régimes autoritaires, ils savent traiter le problème de la criminalité. Il n'y a pas que l'Allemagne hitlérienne, Mussolini a mis au pas aussi la mafia. Tout à fait. Là, plus proche de nous, au Salvador, bon, on a un président qui a réussi à vraiment canaliser, à mettre fin à la criminalité organisée dans son pays, qui était un des pays les plus dangereux au monde. C'est plus le cas du tout. Donc voilà, c'est une question de volonté. Ça, c'est vraiment de la politique, hein, du coup. Ça, c'est tout à fait. Et puis conjointement, ce sont des régimes qui articulent leur politique autoritaire régalienne
avec une vraie politique, encore une fois, de relance économique qui profite rapidement à une population tout entière, parce que ce sont des politiques qui permettent aux populations concernées de s'émanciper par le travail. Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais justement, mais je ne serai pas critique envers la politique du Troisième Reich, au risque de faire hurler un certain nombre de bonnes consciences. Je regrette beaucoup. Mais s'il n'y avait pas eu la guerre et que Hitler avait pu continuer sa politique de remise en ordre de l'Allemagne, je pense qu'on n'en saurait pas où on en est aujourd'hui. Mais c'est pour ça justement que les démocraties lui ont déclaré la guerre. C'est pas Hitler qui a déclaré la guerre, ce sont les démocraties. Parce qu'il savait très bien que s'il continuait à remettre de l'ordre dans son pays, ça continuerait dans toute l'Europe. Donc pour eux, c'était terminé. Or, il est vrai que, comme vous le dites, Il fallait absolument le pousser à la faute. alors Alors il que est c'est vrai que vrai. le docteur Schacht en Allemagne a vraiment redressé en quelques années, il a effacé Sur le complètement plan le économique, ça ira absolument. ce qui montre que c'est possible et que ça Il peut donner de faut l'espoir. d'ailleurs, c'est dans mon livre, je crois que c'est dans mon livre Bonaparte, Hitler, Poutine. Il faut voir dans quel état était l'Allemagne après la guerre de 14. Dans quel état d'avilissement, d'appauvrissement était tombée l'Allemagne. Donc, en fait, la réaction hitlérienne a été une réaction d'autodéfense face aux forces qui avilissaient l'Allemagne. Oui, alors effectivement, Hitler a été gêné par ses ennemis extérieurs, hein, du fait que bon, il y a eu toute une coalition démocrate dans le monde qui s'est liguée contre lui, contre son projet, parce que ce projet était en train de réussir, à plus forte raison. Et je dirais quand même sur un plan interne qu'il y avait, comme vous l'avez d'ailleurs soulevé tout à l'heure, un problème au niveau de la personnalité d'Hitler quand même. Parce que bon, l'individu était quand même tourmenté, bon, grisé par son succès certain, hein, le succès des premières années de sa politique qui était bonne. Il a été comme emporté par son fond culturel, je dirais, romantique et post-romantique qui l'a amené à vivre la suite de son projet comme une sorte d'aventure épique dont il était le héros invulnérable et rien ne pouvait lui résister. Ce qui l'a malheureusement amené à des erreurs tactiques, notamment contre la Russie. Exactement. Et c'est d'autant plus invraisemblable, c'est qu'il a refait la même erreur que Napoléon, alors qu'il avait l'exemple qui avait mal tourné de Napoléon dans son expérience en Russie. Il faut jamais s'attaquer à la Russie. C'est un. Regardez un petit peu la carte. Regardez ce que représente la Russie par rapport à toutes les autres nations du monde, y compris les États-Unis. Et vous comprendrez. Et puis, je crois que l'homme occidental ne comprend pas l'âme slave et les réactions que peuvent avoir les Slaves face à un problème. Ça nous dépasse et ça, évidemment, ça biaise un petit peu les réactions. Mais de toute façon, tout ça, ça a été un problème fondamentalement idéologique. Il est certain que la, la remise en ordre par Hitler du Troisième Reich, qui était en train de provoquer la remise en ordre de toute l'Europe, il fallait évidemment que cette politique soit brisée. D'où la déclaration de guerre des grandes démocraties à l'Allemagne euh, pour arrêter le processus. Et regardez un petit peu ce qui se passe par rapport à Vladimir Poutine aujourd'hui. C'est exactement la même alliance des mêmes, tout au moins les héritiers, contre la puissance retrouvée de la Russie avec Vladimir Poutine. Pour les démocraties, Poutine, c'est le nouvel Hitler.
avec tout de même de très grosses nuances, parce que Poutine est un petit peu plus subtil que ne l'a été Hitler. D'où votre livre Bonaparte, Hitler, Poutine, que vous êtes en train de réécrire d'ailleurs. Vous êtes en train de Tout à travailler sur fait, la nouvelle tout à édition. fait. Il sera quelque peu augmenté d'ailleurs. Non, mais il faut, vous savez, l'histoire est là pour donner des leçons. Et justement, il ne faut pas se tromper dans l'histoire. Donc, il faut vraiment réunir le maximum de documents, les peser, les sous-peser, comprendre ce que cela veut dire, ce qu'il signifie, et en tirer les leçons. L'histoire est là pour donner des leçons, mais il ne faut pas se tromper sur l'interprétation de l'histoire. Or, le projet nationaliste du XXe siècle qui a le mieux réussi en définitive reste celui de Salazar, que vous avez connu d'ailleurs, docteur. C'était quand même le meilleur nationaliste. Surtout mon père qui l'a connu, moi je l'ai Oui. connu un petit peu épisodiquement, parce que mon père, une ou deux fois, m'a amené le voir. Et d'ailleurs, je garde vraiment le souvenir d'un homme, mais d'une simplicité, mais incroyable. Incroyable, vraiment. D'ailleurs, à l'époque, je crois qu'il y avait une expression qui circulait à son sujet. On parlait de lui comme d'un saint laïque. C'était un homme remarquable. Et mon seul regret, c'est qu'il n'ait été à la tête que d'un petit pays comme le Portugal et non pas à la tête d'un grand pays comme la France, par exemple, ou même l'Italie. Alors en plus, C'était le plus grand ouais. homme d'État de l'époque moderne. Alors en plus, il y avait chez lui et dans sa politique, donc, du fait qu'il était du Portugal, donc un ancrage dans la culture catholique qui rapproche davantage le nationalisme français de Ah, l'école de Salazar. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et moi, ce qui m'a toujours frappé avec lui, c'est sa modestie, vraiment. Il a réussi, parce il faut savoir d'où venait le Portugal avant qu'il n'arrive au pouvoir. Et rien que son arrivée au pouvoir est assez amusante, je vais la rappeler. Dans l'état de déconfiture dans lequel le Portugal était tombé après la prise de pouvoir par les bons démocrates au début du, 10 du XXe siècle, oui, bah, l'armée portugaise avait fini par réagir. Et comme souvent, bon, l'armée comprend qu'il y a un problème et voudrait bien faire quelque chose, mais bon, ils n'ont pas la fibre politique. Et ils se sont rabattus sur quelqu'un qui déjà était très connu à l'époque pour ses travaux, qui était un professeur à l'université de Coimbra. C'était Salazar. Alors, il l'invite une première fois. Salazar prend le pouvoir et puis donne un certain nombre de directives et il veut imposer un certain nombre de mesures. Et c'était tellement, tellement, tellement en dehors de toute la mentalité démocratique de l'époque que les militaires ont pris peur, ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas accepter. Salazar a dit bon, vous voulez pas de problème. Il est rentré chez lui à l'université de Coimbra. Et puis, le Portugal a continué à s'enfoncer encore un petit peu plus. Les militaires, de plus en plus, ne sachant pas que faire, ils sont allés le rechercher. Et cette fois-là, ils ont accepté tout ce que Salazar voulait imposer comme mesure. Et c'est comme ça qu'il a restauré le Portugal presque aussi vite que Hitler l'a fait avec le Troisième Reich. Vous savez, on n'en sort pas. En politique, c'est la volonté qui compte. Bon, évidemment, il y a d'abord l'idéologie, il ne faut pas se tromper dans les principes qu'on veut imposer, mais il faut avoir la ferme volonté d'imposer ce que l'on a compris qu'il faut faire. Si on commence à tergiverser, à être bien avec tout le monde, terminé. C'est pour ça qu'une une de mes phrases préférées,
et que la volonté est la suprême créatrice de l'histoire. Et, et les anciens se souviennent que cette volonté suprême est une volonté qui nous vient du droit divin, d'une époque où les choses étaient bien hiérarchisées parce qu'il y avait un lien avec la dimension spirituelle sous-jacente. Et le fait que la religion catholique était alors encore une religion forte a certainement permis à Salazar de trouver les appuis dont il avait besoin pour mener à bien sa politique. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, ça me rappelle tout de même ce qu'était la monarchie de droit divin en France. En fait, le roi était le lieutenant de Dieu sur terre. Il gouvernait en fonction des principes de la religion catholique. Et c'est ça qui a fait l'équilibre quand même, en dépit de l'imperfection des hommes, qui a fait tout de même l'équilibre de la monarchie française. Voilà. Et malheureusement, depuis le Et c'est modernisme, pour oui, ça qu'il y a eu la révolution dite française, c'est qu'il fallait briser justement ce lien entre le monarque et son peuple. oui. Alors justement, en parlant de la religion catholique, effectivement, le modernisme a entraîné évidemment des attaques contre la religion catholique depuis l'extérieur, mais la religion catholique a été également infiltrée, donc elle a été pénétrée, et c'est ce qui explique aussi bon, les dérives auxquelles on a pu assister par la suite. Tout à fait, ben justement, c'est comme vous l'avez dit, c'est le modernisme qui a été le principe de corrosion à l'intérieur du catholicisme. Alors justement, nous avons une question d'actualité sur les dérives de ce qu'est devenu le catholicisme à cause du modernisme. Voilà, encore un exemple récent à notre époque. Donc Ouais. Pierre, c'est à toi. Alors justement, ouais, on passe après cette parenthèse, importante, de l'établissement donc Notre-Dame de toutes aides de Nantes, hein, où a eu lieu ce terrible fait divers. Enfin, c'est un fait de société, c'est vraiment terrifiant, hein, de ce type-là, Justin Hadar Polat, hein, encore une fois, on essaie de le présenter comme un jeune néo-nazi, français, mais il est pas français d'origine, hein, désolé, il faut quand même le préciser. Donc là, on change d'établissement, on va à celui donc, l'établissement scolaire catholique de Bétarame, qui fait en ce moment l'objet de 200 plaintes d'anciens élèves pour violences et agressions sexuelles, dont Hélène Perland, l'une des filles de François Bayrou, expliquant que, comme les autres élèves, elle avait gardé jusque-là le silence par déni de la réalité de son statut victimaire. Donc François Bayrou, qui doit être entendu le 14 mai prochain pour non-dénonciation de crimes et délits, assure qu'il ignorait les faits à l'époque et sa fille ne le met pas en cause. Alors vous, docteur, donc en tant que catholique et plus généralement, en tant que Français, mais en tant que catholique, encore une fois, bien sûr, c'est ce qui nous unit aussi tous, à ce micro. Quel regard portez-vous sur ce dossier? J'avoue qu'il m'embarrasse. Il m'embarrasse parce que je voudrais être sûr des tenants et aboutissants de ce que l'on nous présente. Et je ne le suis pas. Donc je ne peux pas porter de jugement. Et on sait très bien que nos ennemis choisissent, se servent de tous les motifs possibles et imaginables pour salir tout ce qui touche au catholicisme. Donc, quelle est la réalité des choses qui sont reprochées? Je n'en sais rien. Point. Voilà. Donc il y aurait deux hypothèses éventuellement à privilégier. Soit effectivement les faits imputés sont avérés et auquel cas on peut mettre ces dérives sur le compte justement de ce qu'est devenu malheureusement le catholicisme à certains endroits du moins du fait de la dérive plus générale qu'a été le modernisme. Soit effectivement, comme vous le dites, docteur, c'est une machination qui vise à discréditer toujours un peu plus notre religion. Moi, j'aurais tendance à pencher pour la machination. Voilà.
toute façon, c'est pas la première fois, donc c'est dans l'air du temps, disons. Donc, nous passons à l'actualité internationale. Donc, les funérailles du pape François enterré dans la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome a rassemblé plus de 400 000 personnes. Peut-on revenir sur son parcours et sur les raisons pour lesquelles sa figure reste pour le moins controversée à nos yeux et aux yeux de notre public traditionnaliste? Oui, oui, il est certain que le pape François va rester comme une pierre noire dans l'histoire de l'Église. Et je pèse bien mes mots. Parce qu'en fait, il a détricoté toute l'assise traditionnelle de l'Église. Et c'est le propre même de la mentalité moderniste. Ces gens-là ne comprennent pas que le message de l'Église ne peut pas varier. Il est intemporel, il est dogmatique. Alors, on accepte le dogme ou on ne l'accepte pas. Donc, c'est libre à tout un chacun d'accepter ou non. Mais l'Église catholique est dogmatique. Il y a un dogme indiscutable. Et dans la mesure, justement, où certains voudraient allier l'Église avec son temps, eh bien, ils se mettent à dérailler. On arrive à ces situations que nous avons connues depuis l'avènement du moderniste qui remonte au XIXe siècle. Il n'y a rien de nouveau et vous savez très bien que dans le jeu des principes, il y a une logique. À partir du moment où vous prenez une direction, c'est comme quand vous prenez un chemin. Euh, Fatalement, vous arriverez quelque part. Alors, est-ce que le quelque part auquel vous arrivez est celui que vous vouliez atteindre, ou bien vous arrivez devant quelque chose qui vous fait peur et qui vous fait reculer? Eh bien, c'est le problème aujourd'hui des catholiques face au modernisme. Oui, d'autant plus qu'à ce problème du modernisme qui s'aggrave, s'ajoute le fait qu'il y a une sorte de dualité, de conflit interne entre deux statuts, le statut de chef spirituel du pape et son statut de chef d'État du Vatican, qui l'amène à des compromis diplomatiques. Bon, sage observation. Effectivement. Compromis diplomatique. Le problème est de savoir jusqu'où l'on va. Et alors, la diplomatie, évidemment, c'est essayer d'arrondir les angles, de faire passer, de défendre au mieux possible ce que l'on défend. Mais dans le problème de l'Église catholique, je répète, il y a un problème dogmatique. On ne peut pas mettre en discussion le dogme catholique. Ce n'est pas possible, sinon vous tombez dans le modernisme. Et alors là, c'est la porte ouverte à toutes les aventures. Et regardez dans quel état est l'Église d'aujourd'hui. Donc, on juge d'après ses résultats. Eh bien, on a les résultats. Non, Oui, incontestablement, le pape François, paix à son âme, je dirais, a été un mauvais pape. oui, paix à son âme. Justement, c'est là-dessus que j'insiste, c'est que la politique politicienne du chef de l'État du Vatican ne peut pas trahir la politique spirituelle du catholicisme. C'est ça, c'est ça. Et malheureusement, c'est ce à quoi l'on assiste. Exactement. Sans être trop malicieux, il y a une petite contradiction entre ce que la posture de François par rapport aux migrants, par exemple, hein. Il les exhortait, enfin, il invitait tout le monde à il sommait tout le monde d'ouvrir les frontières et de leur faire bon accueil et puis la politique très sévère du Vatican, justement de l'État du Vatican par rapport aux migrants, qui était pas du tout, acceptée et qui était chassée, quoi. Donc, une petite, un petit écart là,
Oui, petite incohérence. Également, enfin, ouais, c'est vrai que c'est un bilan alors, très moderniste, hein. Par exemple, c'est quand même le pape qui a, incité fortement les gens à se vacciner en appelant ça un acte d'amour. Ah bon, son bilan là aussi, il est lourd, hein, on peut pas Il tout est très rappeler, lourd. mais Et alors, je dirais vraiment que c'est un habit de pouvoir, parce que de quel droit cet homme qui, bon, on veut bien admettre qu'il est versé dans les problèmes religieux, c'est tout de même la raison pour laquelle il est là, mais s'occuper de problèmes médicaux qu'il ne connaît pas, sa prise de position est uniquement une position médiatique. et le médiatique lui rend bien parce que là, depuis sa disparition, il n'y a que louanges, hein, tout le monde le loue, enfin dans les médias, mainstream, Évidemment, comment évidemment. Non, non, ça, je regrette beaucoup, ça n'a pas été un bon pape. on peut rappeler aussi peut-être brièvement, vous avez fait une très belle, conférence sur, la mise à l'écart de son prédécesseur, qui lui par contre était soudé et fidèle au dogme, malgré tout, indépendamment du rôle qu'il avait pu jouer, jeune, au moment du Concile Vatican II entre, 62 et 65. Bon, il avait eu un rôle, mais je pense qu'il s'en était, un peu, pas excusé, mais il devait avoir quelques remords. Non, mais c'est justement, vous faites très bien de revenir sur l'image de Benoît XVI. En fait, il avait compris. En fait, il avait compris, et c'est pour ça qu'on l'a poussé dehors. Voilà, poussé dehors par la finance, hein, il faut le rappeler de façon vraiment voyante, hein, Par la finance, pour ceux qui veulent exact. voir. Ah, Alors, mais c'est justem incroyable, ça, vraiment. Euh, du jour où il a démissionné, brusquement, les relations entre la Banque Vaticane et la Banque d'Italie ont été rétablies. ouais, les cartes bancaires ne oui, restaient plus coincées dans les distributeurs. voilà. Non, non, eh oui, Et puis Benoît XVI a été calomnié aussi. Il a été calomnié sur sa vie tout à fait. privée. Voilà. Ça, ce sont les procédures détestables aussi Non, mais c'est ce qu'il y a d'intéressant dans la figure de Benoît XVI, c'est que bon, c'était un libéral incontestablement, mais qui, chemin faisant, a compris où menait le libéralisme et qui a commencé à quand même serrer la vis. Et ce n'était pas tolérable, évidemment, pour les autres. Donc, il fallait qu'il dégage. Oui, c'est ça. Et Et comme Jean-Paul Ier était mort curieusement, ouais, très si curieusement. Benoît XVI était mort aussi brusquement, de façon curieuse, on aurait peut-être Ouais. commencé à se poser des questions. Donc, il fallait régler d'une façon plus diplomatique, plus soft. Mmh. Donc en fait, nos adversaires ont utilisé une autre de leurs manœuvres, effectivement, parce que deux assassinats auraient été suspects. Voilà. Eh Et bien, voilà, effectivement, ils ont utilisé les pressions, l'intimidation, la calomnie, la diffamation et autres basses manœuvres qui l'ont poussé à partir. tout à fait. C'est Voilà. exactement ça. Et quant à ce pape François, bon, qui est mort, effectivement, paix à son âme, bon, je pense pas que notre vidéo sera censurée si on le dit, hein, bien que la communauté YouTube rattachée à Google, donc, dont on sait à quelle obédience cette multinationale appartient en termes de mœurs, justement, hein, et quels sont leurs effectifs. Bien, je pense pas qu'on sera quand même censuré sur le choix des mots, si on rappelle que On effectivement verra. ça a été une catastrophe, hein, le pape François, en ce qui concerne son soutien apporté aux minorités de mœurs et au mariage contre nature que nous réprouvons à tout point de vue. Tout à fait. Non, mais c'est le pote des modernistes. Et ils veulent, prétendent-ils, allier la tradition avec le monde moderne. C'est pas possible. Il y a une contradiction totale et intégrale et il faut choisir entre les deux. Il serait intéressant d'enquêter. Donc, bon, là, on respecte le deuil, on dit paix à son âme, mais il serait intéressant d'enquêter, de ressortir des dossiers publics pour voir quelles auraient été justement les éventuelles collisions entre le pape François et le lobby de George Soros.
on pourrait discuter avec évidemment Vladimir Poutine, hein, qui est visé depuis mars 2023 par un mandat d'arrêt en fait à la Tribunal international de La Haye. Hein, il ne s'est pas rendu aux funérailles du pape François. Il, il n'y a pas été. Voilà. Bon. Alors, est-ce que c'est en raison en fait de injonction en fait de la Cour pénale internationale en fait de La Haye? Néanmoins, en fait, le dirigeant en fait sage est un défenseur en fait des hautes valeurs de l'humanisme et de la justice, hein, et tout. Euh, il faut encore se référer en fait aux déclarations en fait du président russe. Et alors, voilà. Oui, Qu'est-ce que donc vous en pensez? il a salué chez le pape François. Donc Poutine a salué chez le pape François. On peut citer effectivement un dirigeant sage et un défenseur constant des hautes valeurs de l'humanisme et de la justice. Donc, comme tu disais, Jean, faut-il s'étonner de Exactement. ces déclarations? Faut-il s'étonner de ces déclarations de Poutine, pour le moins élogieuses néanmoins, à l'égard Je dirais très du pape? diplomatique, Très diplomatique, oui, c'est ça. Oui. charitable. Vous trouvez ça charitable? Non, et puis Poutine, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui est subtil, qui ne parle pas sans avoir mûrement réfléchi, qui pèse et sous-pèse ce qu'il va dire. C'est vraiment, je parlais tout à l'heure d'Hitler, c'est vraiment totalement opposé à la méthode hitlérienne qui était brutale, qui était très sentimentale. Poutine réfléchit, pèse, sous-pèse, prend sa décision et il vote sa petite déclaration et de ses actes. Et d'ailleurs pour ça que regardez l'attitude des États-Unis vis-à-vis de la Russie, ne serait-ce que dans l'affaire ukrainienne, les États-Unis, ils se taillent. Ils n'ont pas du tout envie d'affronter la Russie de Poutine. Parce que tout simplement, en fait, si vous voulez, pour les États-Unis, ce serait pas réaliste d'affronter en fait la Russie sur son terrain. Ce serait pas réaliste. De toute façon, ça je l'ai déjà dit et je l'ai écrit, si on compare l'armement russe actuel avec l'armement des États-Unis et de leurs alliés actuels, la Russie a une avance technologique très largement supérieure. L'armement occidental est très certainement plus nombreuse, mais la qualité, l'efficacité de l'armement russe d'aujourd'hui est largement supérieure. Et c'est pour ça que Trump, en fait, n'a pas envie d'aller se frotter à Poutine. Mais ça, on peut comparer à la guerre 39-45 avec les Allemands. Tout à fait. Ils avaient du très bon matériel, mais les autres en nombre étaient très supérieurs. Tout à fait. Et n'oubliez pas aussi, petite touche supplémentaire, c'est que l'armement moderne que pouvait avoir la Troisième République à l'époque était passé en très grand nombre chez les Rouges espagnols pour la guerre civile d'Espagne. Donc la France était démunie. Un peu comme aujourd'hui, non? Oui, on peut comme aujourd'hui, il est certain, on le sait, que beaucoup de nos armements modernes sont donnés aux Ukrainiens. C'est évident. Donc, il va arriver exactement la même chose qu'à la Alors, dernière guerre. je ne sais pas si j'en ai parlé en début de l'entretien. La mise à l'écart du général Coustou par Vous en avez Macron, parlé, ouais. eh bien, justement, c'est en fonction des prises de position du général Coustou contre Macron du fait de son appui à l'Ukraine. Et c'est pour ça que Macron l'a mis dans la trappe. Alors là, ça va être passionnant parce qu'on va en parler en fait dans les prochaines questions et ça va tomber là.
C'est dans les prochaines questions, vous inquiétez pas, hein. Je ne m'inquiète pas. Donc, question suivante. En marge des funérailles du pape François, Donald Trump et Vladimir Zelensky se sont rencontrés. Le président ukrainien affirme que les discussions en vue d'un cessez-le-feu dans le cadre du conflit russo-ukrainien ont été productives. Comment envisagez-vous les suites de cet échange et que nous apprennent-elles dans la diplomatie de Donald Trump que la presse américaine présente comme un allié de la Russie de Vladimir Poutine? Il est évident que dans la mesure où Trump évite de se mettre en position de guerre avec la Russie, il apparaît comme un allié de Poutine. C'est évident. Mais enfin, il ne faut tout de même pas rigoler. Bon, le problème, c'est que Trump n'est pas complètement idiot. Il sait très bien qu'il n'a pas la puissance militaire s'opposer à la Russie d'aujourd'hui. Point à la ligne. Alors, excusez-moi d'intervenir, hein, mais elle, elle ne pouvait pas s'opposer à la Russie d'aujourd'hui, elle ne pouvait pas s'opposer à la Russie d'hier non plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand même, la Russie était le premier producteur de munitions au monde avant les États-Unis, avant même que le conflit ne démarre. Non, Maintenant, il est évident que s'attaquer à la Russie, c'est un énorme morceau et Trump a compris qu'il fallait qu'il reste tranquille et qu'il reste dans sa cour. Il n'était pas de taille. Alors justement, Donald euh, Trump a dernièrement émis des doutes, quant à la volonté de Vladimir Poutine de mettre un terme au conflit russo-ukrainien. Pensez-vous que le président russe veut continuer la guerre et pouvez-vous revenir sur les intérêts de la Russie dans ce conflit? Bon, alors, premièrement, je pense que Poutine n'arrêtera la guerre que quand il aura tout obtenu. Il est en position de force, il n'a aucune raison de lâcher du lest. Donc, à mon avis, il restera sur ses positions, il ira jusqu'au bout. Et les États-Unis, Trump a très bien compris qu'il n'était pas de taille, les Ukrainiens le sont encore moins, donc l'affaire est terminée. La Russie a gagné. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, de nombreux commentateurs internationaux disent la même chose. C'est une évidence. Donc voilà. C'est-à-dire tout obtenir, c'est sur le plan géographique, c'est, le Donbass, la Crimée bien sûr et aller jusqu'à Pas plus loin peut-être, encore. Odessa, euh, et De toute façon, l'Ukraine a toujours été dans l'orbite russe. Il est évident que Poutine veut refonder tout l'empire russe. C'est évident. C'est le nouveau tsar de toutes les Russies. sécuriser ses marches plutôt parce qu'il va peut-être pas reprendre non pas, Comment? ou sécuriser ses marches. Exactement. Ah, c'est le Des marches, comme on disait autrefois. la traduction d'Ukraine, c'est ça? Mais sans pour autant pouvoir reprendre par exemple, les pays baltes, j'imagine? Il y a peut-être une limite Tout à va ne pas dépendre. dépasser. Oui, Pierre, oui, vous avez raison, mais sous réserve que les pays baltes ne fassent pas les imbéciles, poussés par les Américains. Sinon, notre ami Poutine pourrait bien dire, bon, écoutez, fini de jouer, et qu'il absorberait aussi les pays baltes. Bah, c'est tout de même pas, ça représente tout de même pas grand-chose, les pays baltes, hein. 12 millions, 12 millions de Regardez la personnes. géographie, regardez la géographie. Ouais, on parle de nano-États.
Non, mais quand je vois certains commentaires sur la toile, je me dis, mais s'apprécie, mais ils ne se rendent pas compte des forces en présence. La force de la Russie de Poutine, c'est quelque chose, mais incommensurable. Les États-Unis eux-mêmes ne sont pas de taille. C'est pour ça que Trump essaye de faire ami-ami avec Poutine. Le danger, c'est qu'on il faut que Poutine connaisse bien l'ennemi parce qu'il a affaire à des ennemis implacables qui ne renoncent jamais. Vous voyez ce qui s'est passé en Syrie. Bien sûr. Ils sont revenus Mais sur le bien sûr, métier, excellent hein, rappel, vous avez tout à fait. incessamment, inlassablement, ils reviennent sur le métier et donc ils raisonnent pas à 2 ou 3 ans, ils raisonnent à 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que l'après Poutine, si vous voulez, même s'il y a la supériorité technique, de performance, du côté russe au niveau des armements, ça va être compensé avec la course à l'armement qui est relancée à l'ouest, si vous voulez si la situation n'est pas apurée véritablement en profondeur, les mêmes reviendront aussi sur le métier, dans 15 ou 20 ans par un autre biais. Là, c'était l'instrumentalisation de l'Ukraine, ça sera peut-être un autre pays, heu, Eh, ou mais l'Ukraine encore. oui, mais Pierre, c'est ça le jeu de l'histoire, c'est euh, renversement de situation en fonction des dirigeants de tel ou tel pays, de telle et telle époque. C'est ça qui fait le mouvement de l'histoire. Et pour l'instant, tant que Poutine sera là, et je pense tout de même que sa succession est pas mal assurée, euh, l'Occident est absolument impuissant. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup. Moi, personnellement, je pense qu'il en est de même pour vous, nous sommes du côté de Poutine. La question se pose pas, ça n'a pas C'est changé. bah, c'est Ah, quand même un chef Quand on d'État. sait quand on sait ce qu'est l'Occident, là, ça ne se discute même pas. Oui, C'est quand évidemment. même un chef d'État. C'est quand même un chef d'État qui défend encore des valeurs conservatrices, hein. Mais en Voilà. plus de ça, exactement. Donc, quels pourraient être les différends entre lui et nous? Ben, il n'y en a pas. Ses positions sont les nôtres sur le plan sociétal et donc sur le plan politique, et on n'a rien à dire. Parce que c'est quand même essentiel, hein. Il faut quand même garder en vue le fait que bon, l'union traditionnelle entre l'homme et la famille traditionnelle, c'est la base de la civilisation. Bien entendu, bien entendu. Alors que l'Occident, c'est la pourriture. C'est la déliquescence des mœurs, l'inversion des mœurs, etc., etc. Une nation, c'est une famille de familles et bon, effectivement, en ce qui nous concerne, c'est la destruction totale, hein, en ce Oui. moment. Non, ça, j'avoue que Poutine, d'abord, me surprend très agréablement parce que il est prudent, il évalue bien les situations avant de prendre une décision, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas du tout impulsif, comme a pu l'être Hitler. Non, je pense qu'il mène très très bien sa barque, et pour son pays, et par rapport à nous aussi. Donc, il ne peut que nous aider. Et puis, comme vous le dites, comme vous le rappelez régulièrement, et comme vous l'avez fait d'ailleurs à l'instant, quand même, Vladimir Poutine, c'est quelqu'un de patient, comme vous le soulignez à juste titre, qui pèse le pour et le contre, qui prend le temps de la réflexion. On peut dire que sa stratégie globale est une stratégie réfléchie, mûrement réfléchie, à court terme comme à long terme. Et, euh, et ce n'est pas quelqu'un d'exalté comme pouvait l'être Adolf Hitler. Ce n'est pas quelqu'un qui fait la guerre pour faire la guerre, ni pour se glorifier, ni même pour simplement annexer des territoires ou pour augmenter ses effectifs. C'est quelqu'un qui regarde aussi où sont ses intérêts économiques et géostratégiques, notamment en termes de matières premières et de ressources. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est vraiment, c'est un dirigeant comme ça que l'on souhaiterait avoir chez nous. Il est équilibré. Très bien.
Donc, alors que Donald Trump envisage toujours d'annexer le Groenland, les sondages indiquent qu'une majorité de Groenlandais souhaitent leur indépendance vis-à-vis du Danemark, mais sans pour autant rejoindre les États-Unis. Que faut-il en conclure selon vous? Bon, je pense que la déclaration de Trump, c'est encore une déclaration de grande gueule pour impressionner. Je pense qu'effectivement, les Groenlandais, bon, qui sont politiquement depuis longtemps rattachés au Danemark, bon, le Danemark, c'est tout de même pas une nation très puissante, évidemment, et que le Groenland pourrait devenir à son tour une puissance majeure sur l'échiquier politique. Donc, ça va être un développement intéressant à suivre. Même avec la petite population qu'ils ont là-bas? Alors, excellente observation. Ça, c'est l'handicap pour l'instant. Mais la population, vous savez très bien qu'il peut y avoir des lois nationales qui poussent à la croissance de la population. Oui, là je suis d'accord. Alors, C'est d'ailleurs ils ce que sont, c'est d'ailleurs ce que je crois me souvenir, le Troisième Reich avait fait. bon, il y a quand même un grave problème en fait au Groenland. Ils sont 56 000 personnes à y vivre, hein. 56 000 personnes, vous imaginez pour un territoire pareil. 56 000 personnes, ça laisse un petit peu rêveur, hein. C'est les chiffres que qu'annonce Wikipédia. Alors encore une fois, est-ce que je mens, est-ce que je dis la vérité? En tout cas, bon, voilà, le Groenland c'est 60 000 personnes. Incontestablement, c'est un Admettons. énorme territoire qui est très, très peu peuplé. Très, très, très peu peuplé, hein. Dans l'immédiat, c'est une puissance potentielle, mais qui n'est pas encore réelle. Est-ce qu'en France, en fait, on n'aurait pas des zones et des territoires comme le Groenland, parce qu'on a d'immenses territoires, en fait, de vastes territoires, en fait, qui sont submergés par les eaux en France, notamment en fait dans le Pacifique, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas des ressources naturelles, nous aussi, exploitables, et arrêtons de faire de l'écologie verte, parce que sinon on va finir par manger du gazon. Oui, et de fait, on a ces richesses qui ne sont pas nécessairement utilisées pour le bien des Français d'ailleurs. Les Australiens, les Néo-Zélandais en profitent, mais non, votre réflexion est tout à fait juste. On a toutes les possibilités, on a tout à nos dispositions. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Apparemment, en fait, apparemment, la France aurait des territoires d'outre-mer plus étendus que celui du Groenland, lui réuni, à lui réuni. C'est possible. Quand on prend, si vous voulez, les possessions bon voilà, C'est Wallis, possible. Utah, les À laquelle tu Outre-mer, fais les, non, c'est possible. bon, voilà. Non, non, mais je vous dis, derrière tout ça, c'est toujours la même chose. C'est la volonté politique d'utiliser les éléments de pouvoir que l'on peut utiliser. Nous sommes gouvernés par des traîtres, donc on ne peut pas compter là-dessus. Oui, alors, il y a dans l'attitude de Donald Trump peut-être aussi un fait qui est révélateur de l'évolution des rapports entre les États-Unis et l'Union européenne. Je veux dire par là que si on se reporte dans les décennies passées, même la famille Bush n'aurait pas osé déclarer à l'international vouloir annexer le Groenland. Donc c'est que nous sommes en train de vivre un tournant, parce que qu'est-ce qu'a été l'Union européenne finalement? Un moyen pour le lobby américain dans le monde et le lobby américano-sioniste d'affaiblir des puissances concurrentes de façon à prendre plus de parts dans le monde. Maintenant que les pays européens sont suffisamment affaiblis, donc maintenant arrive quelqu'un comme Donald Trump, donc qui est conscient quand même de ce qui s'est passé, je dirais, dans les relations que nous avons eues avec son pays, et qui sait très bien que les pays européens sont maintenant suffisamment affaiblis pour lui permettre d'avoir une position plus audacieuse
autour de la table de négociation et d'imposer son point de vue face aux puissances européennes affaiblies, comme aucun président des États-Unis n'avait osé le faire auparavant. Ce qui en dit long sur l'état de nos États De nos dirigeants. et de nos dirigeants. Et de nos dirigeants. Et c'est aussi un moyen de s'approcher de la Russie par le nord, non? Bien sûr, bien sûr. Mais Trump, bon, Trump, je pense, est tout de même conscient de son insuffisance par rapport à la Russie. Ça m'étonnerait tout de même qu'il ait. Mais c'est une grande gueule et bon, ces déclarations sont aussi des déclarations électoralistes. Oui, oui, sachant que de toute façon, il est conscient que le Groenland ne pèse pas autant que la Russie dans l'échiquier mondial et sur l'échiquier mondial et qu'il peut s'attaquer au Groenland, ce qu'il ne peut pas faire avec la Russie, évidemment. Les rapports de force ne sont pas les mêmes, ne serait-ce que parce que le Groenland, encore une fois, se rattache à l'orbite de l'Union européenne et Trump sait très bien que là, il peut frapper. Oui, mais je serais curieux de savoir si jamais il tente l'annexion du Groenland, ce que fera la Russie. On verra. Oui. Ou alors c'est un coup de bluff, ou alors c'est un coup de bluff. Et Dans ce je cas, c'est pense que une c'est un coup de aussi. bluff. Ouais, ouais. Je pense que c'est un coup de bluff. Mais de toute façon, Trump, c'est une grande gueule. Oui, mais alors, ce coup de bluff, en fait, est-ce qu'il s'adresserait pas plutôt à l'Occident, à l'Europe, plutôt qu'à la Russie? Parce que la Russie n'en a pas que faire, en fait, de ce Groenland. Elle a déjà des territoires immenses, en fait, à protéger. En fait, l'Europe, elle, a plutôt intérêt à s'y porter, non? Enfin, je ne sais pas. Alors, Oui, oui en partie, mais le Groenland tout de même représente d'immenses réserves de minerais et je ne pense pas que dans l'équilibre des choses, la Russie de Poutine verrait d'un bon œil la mainmise des États-Unis sur le Groenland. Ça m'étonnerait. Je ne crois pas qu'il laisse faire. maintenant, en fait, demeure le mystère, pour moi, qui est vraiment un mystère incroyable. Ça serait comment, en fait, augmenter la population, en fait, de ce territoire, qui aujourd'hui atteint à peine 60 000 personnes et qui devrait, en fait, atteindre 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 personnes. Parce que, évidemment, ça fait des travailleurs sur le territoire. Il faut exploiter les mines, il faut, en fait, travailler dans les forges, enfin, bref, il faut des ouvriers. Et là, en fait, c'est pas gagné l'affaire, hein. Bon, enfin, ouais. En tout cas, c'était la parenthèse sur le Groenland, hein. Non, mais il n'est pas exclu qu'un jour Poutine décide d'envoyer quelques milliers de Russes sur place, justement, pour exploiter les minerais et puis occuper le terrain. C'est une chose qui pourrait parfaitement être faite, qui. Ah, mais ça m'étonnerait beaucoup, je répète, que Poutine laisse tomber le Groenland entre les pattes des États-Unis. On verra. Bah, l'indice de population est trop faible, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agirait de rien du tout, un petit coup de pouce de rien du tout pour Poutine, pour en fait, si vous voulez, annexer en fait ce territoire. En fait, aussi bien les États-Unis que Poutine, d'un coup de revers, pourraient en fait conquérir ce territoire. De quoi? En fait, on peut dire que c'est même pas l'équivalent d'un département de nos chômeurs. C'est même pas l'équivalent d'un département de nos chômeurs, le Groenland. Alors donc, vous imaginez évidemment la vitesse avec laquelle ces gens-là en fait vont opérer. Non, mais en tout cas, c'est mon avis, hein. Mais c'est révélateur en tout cas de l'intelligence de Poutine, comme on le disait, parce que là où Trump dit qu'il veut annexer le Groenland, Poutine est suffisamment malin pour ne pas surenchérir. Tout à fait. Tout à fait. Ça vient aussi en réponse, à des déclarations de Poutine par rapport aux nouvelles routes maritimes avec la fonte, avec le réchauffement et la fonte des glaces et des nouvelles voies maritimes qui s'ouvrent. Donc forcément, si vous regardez sur un globe terrestre, le Groenland est vraiment entre l'Amérique du Nord et le nord de la Russie. Donc c'est aussi,
dans cette optique-là, je pense effectivement des nouvelles voies maritimes et ressources naturelles. Et puis, il y a un autre sujet qui pourrait se réactiver, c'est le problème de l'Alaska. Oui, Oui. Oui, qui a été vendu aux États-Unis à bas prix au fin 19e siècle, je crois. Effectivement. Qui territorialement appartient à la Russie. territorialement, oui. Non, mais Récemment, les États-Unis, en fait, se sont encore étendus sur le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont encore, c'est-à-dire que les cartes ont été bouleversées. Et en fait, là, au niveau de l'Alaska, malheureusement, et du Canada, parce que le territoire a été évidemment mangé sur les territoires du Nord, les États-Unis ont encore mangé du territoire. Et alors là, alors l'Alaska, j'y crois pas trop, hein, parce que alors très franchement, la prise de toute façon est terrestre. C'est un lieu qui est isolé par les eaux. Et là, très franchement, qu'est-ce que vous voulez que les Russes aillent y faire? Vous savez, il y a quoi? Il y a une traversée en fait dans la glace à faire. C'est quoi le truc? Il faut aller chercher du pétrole, c'est même pas avéré. Du diamant, on n'en a pas. Il y a rien. Enfin, bon, il n'y a pas grand-chose en fait en Alaska, hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas des enjeux très. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Poncard? Bon, moi, je pense pas que l'Alaska soit vraiment des enjeux ça en fait. peut avoir simplement un intérêt géopolitique. De s'investir comme ça en fait entre le Canada qui est une puissance en fait occidentale et les États-Unis qui elle aussi en fait est une puissance occidentale. Qu'est-ce que viendrait faire en fait la Russie au milieu de tout ça en fait? Bon, je vois pas vraiment. Bon. Écoutez, c'est pas nous qui décidons, on observe. Ce serait un poste avancé pour la Russie qui permettrait Voilà, d'avoir, voilà. voilà, j'allais rebondir là-dessus exactement, c'est le seul intérêt que j'y vois. Peut-être qu'il y a aussi, il y a tout de même le problème des minerais qu'on sait qui existe déjà et sans doute bien d'autres à découvrir encore. Donc, je ne sais pas. Mais Je- ouais, le fait que ce soit Donald Trump qui fasse des annonces spectaculaires qu'on entend dans le monde entier et qui ont l'air de faire peur à tout le monde, alors que Poutine, lui, reste relativement discret et mesuré dans ses déclarations publiques, bah, contredit totalement la propagande macronienne, la propagande de Macron qui nous montre toujours Vladimir Poutine comme un va-t-en-guerre, comme un ogre terrible qui va tous nous dévorer. Voilà, on voit bien que la propagande de Macron ne tient pas et que même contrairement à Donald Trump, Vladimir Poutine, encore une fois, reste un chef d'État, même dans ses relations internationales, mesuré et réfléchi. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ce que je dis régulièrement. C'est quelqu'un d'équilibré. Il ne se hâte pas avant de prendre une décision, qui étudie bien tous les paramètres. Et quand il estime avoir bien fait le tour du problème, il prend sa décision. Et jusqu'à présent, apparemment, à juste titre. Donc, euh, donc voilà, donc si parmi nos auditeurs, il y a encore des gens qui sont bon, effrayés par les discours de Macron et des médias qui vont dans le même sens que la Macronie, à savoir que bon, Vladimir Poutine et la Russie vont bientôt tous nous pulvériser. Donc, aux armes, citoyens, bon, on peut leur dire rassurez-vous, rassurez-vous. Macron, c'est comment est-ce qu'on peut être dirigé par un individu pareil? C'est absolument incroyable. Sans compter tous les dessous de ce qu'il est réellement avec son épouse, on est tout de même dirigé par de drôles de gens. On a des dirigeants que l'on mérite, que les Français méritent. Alors, si je peux me permettre, je vais poursuivre, je vais poursuivre avec ma vindicte. Comme je vous l'avais dit précédemment dans la conversation téléphonique, les gens ne peuvent plus s'intéresser à la politique. Les gens sont
dégoûtés de politique, ne veulent plus écouter, ne veulent plus lire, ne veulent plus voir la politique. Ça leur sort par les trous de nez, ils n'en veulent plus du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a plus que des coquins pour prendre les places et se placer aux endroits stratégiques où nous, en fait, normalement, on devrait regarder. Bon, Non. alors, la première chose que je dirais, suite à cette très juste observation, c'est que ceux qui disent ça ne pensent pas à une chose, c'est que s'ils ne s'occupent pas de politique, la politique s'occupe d'eux. Donc on ne peut pas se désintéresser de la politique, parce que notre avenir dépend de ce que l'on fera et par rapport à ceux qui voudraient faire autre chose. Donc la politique est une chose absolument nécessaire. On doit s'en occuper. On doit s'en occuper pour corriger ce qu'il y a de mauvais le plus possible. Donc c'est une obligation. Donc dire oh moi je ne m'occupe pas de politique, je regrette beaucoup, c'est une désertion. Donc voilà. Non, moi, je suis absolument d'accord avec vous. Seulement, il demeure qu'il y a certains échappatoires, la culture, la musique, les arts picturaux, etc., etc. On en a déjà parlé. Est-ce que, enfin, quand on a des périodes qui sont aussi euh, ternes, néfastes, où le RN, en fait, c'est la risée, en fait, de la classe politique, le centre droit, en fait, on n'imagine même pas, et puis l'extrême gauche, elle serait antisémite. Ne me riez pas en même temps que moi. C'est incroyable. Cette situation, elle n'est pas tenable, en réalité. Elle est pas tenable pour la communauté qu'on connaît bien, elle n'est pas tenable. Cette extrême gauche antisémite et l'extrême droite qui serait en fait prosémite. C'est quoi cette histoire? Mais Écoutez, excusez-moi. Non, mais c'est pas possible. eh bien, mon Non. cher, c'est possible. Mais si, c'est une réalité. La droite, l'extrême droite est sioniste. C'est triste, mais c'est comme ça. Et on trouve à l'extrême gauche beaucoup plus d'antisémites que du côté de la droite et de l'extrême droite. Alors, comme un innocent, quand je suis venu à votre rencontre il y a des années de cela, et qu'en fait on avait discuté de ce problème-là, est-ce que vous saviez à cette époque-là que j'étais une personne alors d'extrême gauche finalement? Mais vous savez, souvent ça m'a surpris. D'ailleurs, j'en ai des échos par des contacts que j'ai avec des gens de gauche et d'extrême gauche. On est parfois plus proche, ou plutôt, des gens d'extrême gauche sont parfois plus proches de nous que des gens de droite et d'extrême droite. Bon, alors merci. Vous Notamment, m'enlevez les mots de la bouche. notamment par rapport au problème israélien. Bah alors, vous Oui. nous enlevez les mots de la bouche. Et bon, alors je vais continuer. Je vais laisser mes camarades, évidemment. Je ne vais pas prendre toute la parole. Je vais laisser mes camarades parler. Je vous Non, mais laisse la suite. le point que tu as soulevé, Jean, est intéressant et d'ailleurs, d'ailleurs, on en avait déjà parlé lors d'entretiens précédents. En fait, bon, on en a parlé tout à l'heure au téléphone, Jean, hein. On a abordé ce Mm. point aussi et je pense il est Tout intéressant à de fait, ouais. partager Ouais, ouais. oui, de partager nos observations avec le docteur et avec nos auditeurs, à savoir que, bon, il y a un scénario qui n'est pas impossible. À savoir que, effectivement, à un moment donné, bon, les Juifs, une partie significative du lobby juif, peut être amenée à se rendre compte que sa place n'est pas à l'extrême droite, et à ce moment-là, bat les masques. Et tout le lobby juif, à ce moment-là, portera des valeurs de gauche, ce qu'ils appellent des valeurs, c'est-à-dire bon, la tolérance, la diversité, etc. Ils vont être tous rapatriés dans la mouvance que nous combattons. Et dans ce cas, les choses seraient plus logiques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le grand centre humaniste, républicain, démocratique, a besoin pour se maintenir de deux flotteurs, hein. C'est une observation que nous partageons avec d'autres influenceurs, d'autres analystes de l'actualité, à savoir que bon, ce grand centre humaniste a besoin d'un flotteur qui est à la fois euh, woke et antisémite sur la gauche, et d'un flotteur droit qui est à la fois anti-woke et philosémite, donc sur la droite.
et c'est une stratégie qui permet au grand centre de se maintenir. Voilà. Et notre droite nationaliste, qui est à la fois anti-woke et antisémite, a été, pour ainsi dire, complètement laminé. Complètement laminé. On peut remonter évidemment, comme le disait le docteur tout à l'heure, à la Révolution dite française. Et pour revenir à une époque plus récente, bon, la période post-Nuremberg, dans laquelle nous sommes toujours, bon, il y a eu la libération épuration, qui a déjà considérablement réduit nos effectifs. Après, comme le dit régulièrement le docteur, il y a eu un problème de transmission générationnelle de notre doctrine nationaliste. Et puis, les dissolutions ont continué, et même Du à fait date de récente, l'épuration. du fait de l'épuration. Et puis, les dissolutions en cascade ont Oui, oui, continué. oui, 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 oui. Alors attention, et en fait, excusez-moi. J'ai une petite alerte à faire en fait au sujet en fait de ce problème de transmission en fait générationnelle. Euh, il est plus profond que des chiffres. Il est plus profond. Écoutez, c'est idiot. En fait, bon, j'en parlerai certainement en fait avec le docteur parce que je suis tombé sur un article Wikipédia qui m'a fortement intéressé parce que je sais qu'en fait on s'intéresse à cette période de la Seconde Guerre mondiale et que vous savez qu'en fait on n'en a pas fini d'en dire et qu'il y en a encore à dire. Excusez-moi pour cette intervention, vous pouvez finir. Non, pas du tout. C'était intéressant. D'ailleurs, c'est toi qui poses la prochaine question, donc ça tombe bien. Le Question, 9 avril dernier, en fait, le 9 avril dernier, en fait, Donald Trump annonçait suspendre pendant 90 jours les taxes douanières réciproques, en fait, pour les pays acceptant d'entrer, en fait, dans un processus de négociation. Alors, attention, en fait, on parle évidemment, en fait, des produits manufacturés. C'est pas le même marché que les marchés bruts, hein. C'est les produits manufacturés, hein. C'est-à-dire, alors, en gros, le propos dit que Donald Trump suspend provisoirement. C'est les taxes épouvantables qu'il avait promis. Donc il est suspend en attendant que l'Europe décide d'une prochaine stratégie face aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? alors, quand même, le reste, je me permets, le reste de la question me paraît quand même devoir être posé aussi. C'est-à-dire que, bon, effectivement, bon, le 9 avril dernier, tout ça, on l'a dit, il a décidé de suspendre pendant 90 jours les taxes douanières réciproques pour les pays acceptant d'entrer dans un processus de négociation. Ce qui nous donne la raison, en fait, de ce geste, parce qu'il a quand même fait un distinguo entre les pays qui acceptent de rentrer dans un processus de négociation avec lui et ceux qui n'acceptent pas. Donc, pour ceux qui acceptent, bah, effectivement, bon, il suspend la mesure pendant 90 jours. Alors, en revanche, et ça, c'est un point important, et c'est pour ça que je me permets de reprendre la question, la guerre commerciale se poursuit entre les États-Unis et la Chine. La guerre commerciale se poursuit entre les États-Unis et la Chine. Donc, à quelles évolutions de l'économie mondiale faut-il s'attendre, selon vous, docteur, dans les mois qui vont venir, et avec quelles conséquences possibles pour la France et les autres pays européens? Alors, Oui, pardon, si je peux me excusez, permettre, hein. Oui, non, non, oui. alors, excuse-moi, Eric, parce que, en fait, je Oui, vais même vous couper la parole à tous les deux, hein. On en a parlé tout à l'heure. Le problème, c'est l'Iran. Et l'Iran, aujourd'hui, est dans une grande difficulté avec ses incendies, particulièrement en fait dans en fait des centres stratégiques. Il faut savoir que l'Iran à 80% en fait exporte son pétrole en fait vers la Chine. Comment la Chine va réagir en fait au lendemain de ça? Bon, alors effectivement, bon, dans cette histoire-là, il est certain que c'est toujours la même chose, c'est l'affrontement entre les États-Unis et ceux qui ne marchent pas avec eux. Euh, il est certain, et la chose à mon avis est déjà faite, on a une alliance de fait entre la Chine et l'Iran, ce qui est énorme et qui fait très très peur aux États-Unis. Alors, est-ce que ces incendies, qui à mon avis sont des attentats, sont des mises en garde des États-Unis pour faire tenir tranquille et l'Iran et la Chine, etc. Ça m'étonnerait que ça marche. Ça ne risque, à mon avis, ça ne fera que conforter la volonté de vengeance, tout simplement, de réponse des Chinois et des Iraniens.
et que cette alliance est absolument mortelle pour les États-Unis. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles Donald Trump ne souhaite pas entrer en conflit avec la Russie, parce que sa priorité, l'une de ses priorités du moins actuelles, c'est sa guerre commerciale contre la Chine. Donc, il ne veut pas risquer de se retrouver sur deux fronts en même temps avec de grandes Tout à puissances. fait, tout à fait, qui tout à fait, s'entendent très bien ensemble. tout à fait d'accord. Non, mais de toute façon, ben, c'est l'alliance contre l'ennemi commun. En général, c'est la meilleure des alliances. L'ennemi commun. Je continue. Alors que Donald Trump et Benjamin Netanyahou affirment travailler sur un accord de cessez-le-feu à Gaza, Israël s'inquiète d'un possible accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Dans le même temps, on apprend qu'une puissante explosion a fait une quinzaine de morts dans un port iranien. Quel éclairage souhaitez-vous apporter sur ce dernier événement et sur la situation actuelle au Moyen-Orient, docteur? Je crois que j'ai déjà partiellement répondu à cette question. Excusez-moi, hein, j'ai devancé un petit peu le sujet, oui, effectivement. Et la technique israélienne a toujours été la même, les provocations, des actes terroristes pour faire peur et pour essayer de contenir les adversaires. Mais là, il se trouve face à une alliance tout de même qui a un poids mais considérable. La Chine et l'Iran, je ne sais pas. Je crois qu'Israël joue un très 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 mauvais jeu. Le seul jeu qu'il devrait jouer, s'il veut survivre, c'est de rester tranquille, de foutre la paix au monde, au lieu de vouloir devenir les dirigeants du monde. Ça ne marchera pas. Ils peuvent engranger des succès éventuellement par leurs manœuvres, par leurs attentats, par leurs assassinats. Pas oublier ça. Mais tôt ou tard, s'ils continuent à jouer ce petit jeu-là, ils seront écrasés. Fin d'Israël, pourquoi pas? Beaucoup de monde sont contre leurs camps de concentration qu'ils sont en train de faire chez eux. Non, alors le problème de l'entourage d'Israël, c'est que les Arabes ne sont pas capables de s'unir entre eux contre l'ennemi commun. Moi, je trouve ça absolument invraisemblable, d'une lâcheté inouïe. Non, mais alors pour ça, il faut comprendre en fait le nombre de communautés qui habitent ces régions. Vous savez, elles sont très nombreuses. Il y Oui, a les Maronites, vous avez oui. les chrétiens ceux-ci, vous avez les machins ceux-là, vous avez énormément en fait de communautés qui s'empiètent les unes contre les autres dans ces régions-là et qui sont incapables, mais je vous dis incapables en fait de prendre une décision face à ces attaques d'Israël. Ils sont incapables de prendre des décisions. Et alors, je pense aussi, et j'ai déjà entendu cela, que ces différents mouvements sont quelque peu infiltrés par des agents israéliens. Donc, ils sont neutralisés de l'intérieur. Je pense que c'est une assez bonne explication de leur attitude, mais bon, jusqu'où ça ira, je n'en sais rien. Mais Israël, à force de vouloir dominer le Moyen-Orient, à mon avis, ça se terminera mal pour eux ou pour lui. Bah, ça se terminera mal, de toute façon, en fait, par démographie. Parce que si on regarde les Nulle part, démographies, nulle part. bon, bah, ils ont perdu déjà dans l'œuf. Ils ont perdu. Donc, Mais, directement, mais d'ailleurs, vous savez très bien quelle est la politique israélienne par rapport à la Palestine. C'est une politique de dépopulation. Ils bombardent à tout va toutes les agglomérations où il n'y a que des civils.
Donc c'est vraiment une évolution de faire place nette pour qu'ils puissent s'installer. Bon, mais le problème reste tout de même qu'il y a la masse de l'Iran. Je ne pense pas que l'Iran tolère très longtemps encore ce genre de politique israélienne. Ou alors ils perdent complètement le crédit vis-à-vis des masses musulmanes, ou tout au moins arabes, puisque l'Iran n'est pas de la même origine. Non, mais le problème du Moyen-Orient est très 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 complexe. Et vous avez bien fait d'attirer l'attention sur la multiplicité des communautés qui interfèrent les unes avec les autres. Ce n'est pas un facteur de stabilité et de puissance, ça c'est certain. Par contre, de l'autre côté, ben, l'Iran, quand on regarde bien, c'est quand même presque 70 millions d'habitants. C'est pas Israël, hein. Et Israël, c'est 5 millions d'habitants. Ils sont combien? Et c'est C'est rien du tout. exactement, C'est rien du tout. C'est rien. exactement Ce ce n'est que j'ai rien. dit tout à l'heure, c'est que l'Iran est le seul facteur qui peut s'opposer réellement à Israël. Bon, alors, le problème, je pense, qui fait reculer ou hésiter les Iraniens, c'est qu'Israël a la bombe atomique et je ne pense pas que l'Iran l'ait encore. Donc, c'est un équilibre de terreur pour le moment. Donc, par contre, le jour, Excusez-moi, pardon. oui, Est-ce que vous pensez que maintenant, il y a un nouvel équilibre qui vient de se faire, puisque c'est officiel et déclaré, en fait, le président, en fait, américain, en fait, d'origine écossaise, là, comment on l'appelait déjà, donc se serait fait assassiner en raison, parce qu'il ne voulait pas qu'Israël ait la bombe atomique. oui, oui, Que Kennedy s'est fait assassiner parce que, mais oui, là, c'est public. C'est-à-dire que, oui, tout en à fait, fait, on le sait mondialement. C'est-à-dire tout que à c'est fait, établi tout à et fait, la chose est clairement, elle est tout à fait. officiellement Oui, oui, officielle. hein. Vous avez parfaitement raison de rappeler ce petit événement qui est un événement, mais les Israéliens n'hésitent pas, dès qu'ils se rendent compte qu'ils ont un ennemi, ils ne perdent pas leur temps, ils l'éliminent, hein. Bon, il y a beaucoup de mauvaises langues qui disent que ces gens, en fait, aussi ont été honneurs de pluie, etc. Bon, alors bon, Ont c'est été vrai quoi? que Ont été quoi? je le dirais hors antenne. Voilà. Bon, D'accord. ils auraient tenté en fait, d'empoisonner en fait la population allemande après la Seconde Guerre mondiale par représailles. Oui, je sais. Je sais qu'on dit ça. Bon, difficile d'avoir une preuve. Ouais. D'abord, ça me semble tout de même difficile d'empoisonner toute une population, mais que c'était dans les rêves de certains dirigeants juifs, ça ne m'étonnerait pas du tout. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça laisse méditatif et j'espère qu'en fait on va pousser à la Ah, suite de ça laisse l'actualité parce que méditatif. Mais de la en part, effet, de la part des juifs, rien ne m'étonne. hmm, ben, Sur- alors y a-t-il une Surtout qu'à dernière l'époque, question? c'était pas l'industrie qui faisait vivre l'Allemagne après la guerre. Il y avait encore plein de fermes et tout, où les gens étaient nourris encore Mhm. avec des bonnes choses, on dira. Mhm. Alors, Ouais, justement, oui, dernière question pour revenir sur la Palestine, et une, position un peu surprenante de la part de Macron, enfin je trouve. Comment interpréter le fait qu'il, donc Emmanuel Macron, souhaite reconnaître l'État palestinien et se prononce donc en faveur d'une solution à 2 États? Que cache une telle prise de position selon vous de la part de Macron, dont on connaît par ailleurs le parti pris pour le monde juif dont il est lui-même originaire? Excellente question. Effectivement, c'est un peu surprenant. Je ne vois à la limite qu'une seule explication, c'est le poids de l'immigration musulmane en France. Macron a peur, tout simplement. Oui.
Bon, et en plus de ça, c'est tout de même, bon, je pense que nous sommes les uns et les autres des gens réfléchis, quelque peu équilibrés quand même. Et peut-être qu'il y a une donnée qui nous échappe, c'est que Macron n'est pas équilibré et qu'il peut prendre des décisions qui semblent absolument absurdes, ne collant pas avec sa ligne et donc, qui déroutent. Mais quand j'ai vu cette information, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Bon, apparemment, c'est vrai. C'est pas une fake news. C'est le en même temps qui se retourne contre lui. Oui, non, mais c'est un personnage tout de même pathologique. Pathologique. Si Oui, nous, mais vous savez, excusez-moi d'intervenir, qui illustre bien la situation actuelle. C'est-à-dire que c'est une période de coquins qui investissent des places qui sont précieuses, mais qui sont eux-mêmes personnages insignifiants et qui arrivent en fait à s'investir dans des places qui sont importantes pour la France, stratégiques. Et on est pantois. Et je vous dis, en fait, c'est ça la clé de l'énigme, en fait, de peut-être de notre entretien d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi les gens se désintéressent de la politique? Pourquoi, en fait, les gens vont tourner le dos, en fait, à cette discipline, qui, normalement, en fait, ben, est à l'exercice de chacun. Mais les gens se détournent parce que il y a ce genre de personnes qui vont en fait mener l'opinion publique par le bout du nez en parlant en fait de guerre stratégique avec la Russie qui n'existe pas, de guerre contre des microbes et des bactéries en fait qui n'existent pas non plus, etc., etc. Non mais je vous laisse continuer, hein, parce que évidemment c'est difficile de tenir le micro. Avec des individus comme ça, on ne pourrait ne plus en finir de faire une liste interminable de toutes leurs erreurs et de toutes leurs calamités. Et vous pouvez y aller, hein. On peut y aller. On peut y aller. bien d'accord avec vous. Non, on verra la suite des événements. Nous, malheureusement, nous ne pouvons être que des observateurs et expliquer le pourquoi des choses et pourquoi elles arrivent, au bénéfice de qui, etc., etc. Mais je ne sais pas. Je, je pense qu'on risque d'avoir des surprises de brusques bouleversements sur le plan mondial. Je ne sais pas comment Et, ça viendra, mais j'ai l'impression que les ingrédients sont là. et politique aussi. Oui, Vous bien savez, en fait, ça interviendra aussi beaucoup sur le terrain politique. Le terrain des émeutes, en fait, évidemment, on va jouer sur l'émotionnel des gens, on va en fait les caresser dans le sens du poil, on va essayer de dresser leur capacité patriotique, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais faire une émission à moi seul avec vous pour expliquer le terme de patriotisme et dans lequel en fait on pourrait en parler pendant des heures de ce terme de patriotisme en le critiquant évidemment, parce que c'est l'erreur politique, le patriotisme. J'ai essayé de discuter avec vous de cette erreur patriotique. Enfin, je pense que le patriotisme est une erreur, en fait, dans politique. Voilà. c'est-à-dire que c'est une illusion. Parler de patriotisme, c'est l'aspect émotif, Voilà. alors que le nationalisme, encore une fois, je dis toujours la même chose, c'est C'est un, une doctrine. c'est un pragmatisme. En fait, ça représente ce que les rois de France faisaient autrefois. Quand ils avaient un problème, ils n'avaient pas nécessairement une doctrine. Non. Simplement, ils raisonnaient, ils réglaient les problèmes en fonction de ce qu'ils estimaient être l'intérêt du royaume et des citoyens. Donc, un pragmatisme. Et je le dis sur tous les tons, le nationalisme, certes, est une doctrine, mais fondamentalement, c'est un pragmatisme. On réagit en fonction des problèmes qui se posent, en essayant de déterminer quelle est la meilleure stratégie possible pour contrebalancer le danger. Non, c'est vraiment des paroles magnifiques. À chaque fois, moi, que j'entends ces paroles-là, je suis totalement comblé. Évidemment, en fait, je retourne à mes travaux tout à fait satisfait et content
de ce que j'entends parce que c'est magnifique et que c'est ça que j'ai envie d'entendre, en fait, si vous voulez, dans le nationalisme. J'ai pas envie d'entendre des gens qui baissent les bras sans arrêt et qui font ouin ouin et qui disent blabla, on a perdu, en fait, Non, voilà, etc. Mais non, mais, mais j'en ai marre, on en a marre, on en a marre. On a envie de lever les bras, on n'a pas envie de les baisser. Voilà. ça, c'est pas tout à fait mon genre. Non. De toute Alors, façon, depuis que je suis, je pense être à l'âge de réflexion, j'ai toujours compris qu'en fait, la vie, c'est un éternel combat. Alors, ou on subit, ou on se bat. Pas compliqué. Au choix. la vie est un combat et le nationalisme est une doctrine dont on peut dire qu'il intègre le pragmatisme dans ses principes constitutifs. Tout à Voilà, fait. Et c'est ce que je ne cesse de dire. voilà. Le nationalisme, fondamentalement, est un pragmatisme. Et c'est pour ça que c'est bien supérieur à une doctrine politique parce que c'est capable de s'adapter à toutes les situations, parce que le point de repère est tout simplement quel est l'intérêt dans telle situation de la communauté nationale, de la nation. Donc, on ne réagit que par rapport à cet intérêt-là. Pragmatisme. Pragmatisme. Pourvu que Dieu nous guide. Voilà. Pourvu que Dieu nous guide. Et évidemment, et il était bien d'ailleurs, de toute façon, le combat est toujours fait au nom. C'était le combat de la monarchie de droit divin, c'est pour ça qu'on disait de droit divin. C'est-à-dire que la seule justification du pouvoir du roi et de son action était de se conformer au, euh, au commandement de Dieu, tout simplement. Et c'est ça qui faisait l'équilibre. Et quand nous serons de nouveau au pouvoir, nous restaurerons le baptême à Reims. Bien entendu, Voilà. bien entendu. Alors, quand? Je n'en sais rien. Certains disent, les défaitistes disent toujours, oui, mais nous sommes une arrière-garde. Je ne le pense pas. Je pense au Non. contraire que nous Hmm. sommes une avant-garde. Bon, nous dénonçons évidemment l'ennemi et nous annonçons les solutions possibles pour remettre la société sur ses bases. Et En déjà, tout nous cas, faisons... remettre toutes Oui, les églises en route, ça va être long. Mais vous connaissez une de mes formules aussi, quand je dis que le nationalisme, c'est le combat de la monarchie euh, qui a abandonné son rôle. Donc, en fait, le nationalisme, c'est la régence de la monarchie. Et s'il doit y avoir une restauration, la monarchie ne pourra et ne devra être que de droit divin. Sinon, elle ne sert à rien. oui, comme vous le dites toujours, le prince, oui, mais avec les principes. Merci de vous en souvenir. Hmm. Alors, sur ces bonnes paroles, nous terminons cet entretien. Merci à vous, docteur Philippe Ploncard-Dassac. Merci Jean-Manuel, merci Pierre, merci à tous nos auditeurs et à bientôt. Vraiment, Et merci. surtout, merci à vous tous pour les bonnes questions, les bonnes réparties. C'est du solide. Merci. Merci à vous, docteur. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.